bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Topic, une émission créée pour les jeunes sur un thème qui les intéresse. Nous retrouvons à la médiathèque François Mitterrand des Capucins à Brest pour débattre sur l'engagement des jeunes. Je suis accompagnée de plusieurs chroniqueurs issus des lycées de Brest, de l'Artheloire, de l'Esvennes et de l'Iroise. Donc bonjour Étienne. Bonjour. Bonjour Juliette. Bonjour. Bonjour Loyane. Bonjour. Bonjour Prune. Bonjour. Donc bonjour aussi au public qui va nous aider à agrémenter notre débat sur l'engagement des jeunes. Bonjour à tous. Bonjour. Et bien sûr, nous n'oublions pas nos camarades de lycée à la technique. J'aimerais aussi remercier la mission dynamique et éducative et jeunesse de Brest qui nous aide à faire cette émission. Prune, nous avons choisi de parler de l'engagement des jeunes. Qu'est-ce qu'on entend par là? Pourquoi avoir choisi ce thème? Nous sommes nombreux à être impliqués à différentes échelles dans des projets ou pour des causes. Et on voit aussi de plus en plus de jeunes autour de nous ou à travers le monde prendre la parole. Donc, on a voulu s'intéresser aux raisons de cet engagement, aux manières dont les jeunes prennent la parole, mais aussi au poids qu'a la parole des jeunes dans le débat public. L'idée sera aussi de voir comment est perçue cette parole et quel impact peut avoir cet engagement sur la vie personnelle des jeunes. Très bien, merci Prune. Loyane, peux-tu nous aider pour savoir sous quel angle allons-nous voir ces questions ? Alors nous allons tout d'abord partir de notre point de vue personnel, donc à nous, en nous appuyant sur nos propres expériences, mais aussi sur l'actualité, sur nos recherches et nos enquêtes, et bien sûr sur les réactions du public présent, qui est composé notamment de jeunes qui connaissent ces questions de par leur propre engagement. Donc merci Loyane. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet, Juliette. Quelles sont les différentes manières qu'ont les jeunes de s'engager ? Je vais commencer pour démarrer un peu l'émission et le débat. Je vais décortiquer un peu les différentes formes d'engagement qui sont utilisées actuellement. Et pour introduire, on va tout de suite passer à un petit micro-trottoir. Est-ce que tu es engagé? Oui. Dans quoi? Dans l'éducation et dans l'environnement. Moi, c'est la cause animalière. Ça me tient beaucoup à cœur. Je ne suis pas engagée à des associations, mais j'aimerais bien. Moi, c'est des associations sportives. Je suis président de la MDL, donc Maison des lycéens au lycée Jules Lesven. Et en tant que délégué aussi de classe. Je suis bénévole du coup dans une association dans l'e-sport. Je participe à une association qui s'appelle Calycée dans mon lycée. Je fais partie d'une association sur Brest. Je suis engagée dans les citoyens de la sécurité civile du lycée Jules Lesven. Je suis engagée au CVL du lycée et aussi dans la maison des lycéens. Est-ce qu'il y a une action qui vous a marqué récemment? Bah oui, la marche pour l'environnement. C'est sûr que je pense que ça marche et ça fait du bien. Oui, il y a certaines personnes au lycée qui ont fait par exemple la marche du 15 et qui, je trouve que c'est bien et qu'ils ont sacrifié entre guillemets leurs études, si on peut dire ça, pour faire la démarche et c'est déjà un pas vers le changement. On fait plein de manifestations et même chez moi, avec mes parents surtout, on essaye par exemple pour l'environnement de faire attention même à ce qu'on mange, à ce qu'on achète, à la surconsommation, des choses comme ça. Et je fais des manifestations et j'ai acheté une gourde. Penses-tu que les adultes peuvent apporter quelque chose à l'engagement des jeunes? Oui, ils peuvent aider tant qu'ils font pas tout le travail. Souvent c'est ça, on a l'impression qu'ils vont faire tout le boulot alors que pas du tout, du coup ça peut entraîner des problèmes. Non, tant qu'ils sont là pour nous donner un coup de main et nous aider. Il y a certaines choses qui peuvent être compliquées au niveau suivant les engagements. Donc non, parfois il vaut mieux avoir l'aide d'un adulte. Bien sûr, parce que du coup ils sont plus vieux, donc logiquement ils ont plus d'expérience que nous. Et ils sont souvent plus matures que nous. Après moi je préfère avoir une indépendance, c'est sûr. Mais des fois c'est bien d'avoir une aide de quelqu'un qui s'y connaît un peu plus ou des choses comme ça, majeures entre guillemets aussi. Ils peuvent par exemple changer nos propos. Parce que vu qu'ils sont plus vieux, souvent ils ont un peu le dessus. Et du coup ils peuvent changer nos propos ou prendre un peu le dessus sur nos revendications. Bon, du coup, il y a quand même plusieurs choses qui ressortent du micro-trottoir. Déjà, la diversité des engagements. On avait ici associatif et personnel. Ensuite, que l'engagement climatique fait beaucoup de bruit ces derniers temps. Et notamment avec les marches et les grèves du 15 mars. Et enfin, que les jeunes sont plutôt fédérés sur la question des adultes, c'est-à-dire oui pour leur soutien, mais il ne faut pas qu'ils prennent trop le pas sur nous non plus. Du coup, au vu de cette variété, pour qu'on puisse en débattre, c'était quand même important que je fasse un petit panorama des différentes manières de s'engager actuelles. Et on a divisé ça en deux parties. Donc déjà, le cadre institutionnel.
Alors on peut citer les partis politiques et les syndicats, dont nous avons d'ailleurs des jeunes syndiqués avec nous aujourd'hui. Les jeunes ambassadeurs d'UNICEF nous montrent qu'on peut faire partie, même à notre âge, d'ONG ou d'associations. Et aussi les projets lycéens, parce que par exemple à l'Arteloire, on a eu une soirée caritative qui a été organisée cette année. Enfin, le CRJ, Conseil régional jeune, on peut en parler, et on a d'ailleurs une jeune représentante avec nous aujourd'hui. Bonjour Enora, est-ce que tu peux peut-être te présenter un petit peu le CRJ rapidement ? Oui, alors du coup je fais partie du Conseil régional des jeunes de Bretagne. Je fais des déplacements pratiquement tous les mercredis, tous les mois à Rennes. Donc ça, par exemple, c'est un désavantage de devoir se déplacer. Là, ils ont délocalisé la prochaine réunion qui est à Brest. Donc on est répartis dans des commissions. Donc chaque commission a un thème. Donc il y a la commission culture dont je fais partie. Donc là, on n'a pas vraiment commencé encore le projet. On a la commission communication qui font tous les tours, qui communiquent, qui affichent des trucs sur internet, des choses comme ça. On a je sais plus trop, il y a encore 2 autres commissions, mais je les ai oubliées. Donc voilà. Donc on représente un peu toute la Bretagne, et puis on rencontre des jeunes d'autres départements et des choses comme ça. On apprend beaucoup de choses aussi, et ça nous grandit, on va dire. Ça nous donne des responsabilités. D'accord, merci beaucoup pour ton intervention. De rien. Du coup, on a un peu développé sur le cadre institutionnel, mais ces derniers temps, quand même, le hors-cadre se montre de plus en plus. De quoi je veux parler avec le hors-cadre ? On peut prendre l'exemple des mouvements à l'international. Déjà, les mouvements anti-vente d'armes aux États-Unis, des jeunes qui ont démarré après les tueries de l'année dernière, ou encore les lanceurs d'alerte qui envoient des images sur les réseaux sociaux. Ensuite, dans le hors-cadre, on peut aussi compter l'engagement personnel avec nos habitudes au quotidien, l'alimentation, etc. Et enfin, forcément, grâce à Internet, qui offre une certaine rapidité, un certain mouvement de masse et une certaine facilité, on a beaucoup d'organisations qui se sont développées, notamment Youth for Climate, qui ont organisé la grève du 15 mars en France, ou des collectes de dons comme The Haven, qui a récolté 1 million pour Médecins sans frontières, et Zaki, de Zakivi, qui milite contre la mucoviscidose, et dont nous avons d'ailleurs une petite interview parce qu'il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Alors mon projet il s'appelle Zakivi, c'est un projet de communication sur les maladies et handicaps à travers YouTube et Twitch. Donc sur la première partie YouTube, je parle de ma maladie qui est la mucoviscidose. Donc en gros j'explique mon traitement, j'explique certains détails sur la maladie. Et je parle aussi plus tard d'entrepreneuriat et de sport. Et sur la deuxième partie qui est Twitch, je fais des directs de jeux vidéo. Et je suis suivi par les spectateurs en direct, avec qui en fait ça me permet aussi de discuter. Le jeu vidéo devient un support pour répondre aux questions des gens s'ils le souhaitent sur ma maladie, ou tout simplement passer un bon moment. Pour le moment sur Twitch, les donations et les abonnements me reviennent à moi, et j'attends en fait d'avoir un peu plus de visibilité, de notoriété sur Twitch pour ensuite proposer notamment des récoltes de fonds pour des petles projets, des associations caritatives, où en fait je ferai un marathon sur Twitch. Donc par exemple je ferai 12 heures, 24 heures de direct sur Twitch, et toutes les donations qui se feront sur ma chaîne n'iront pas à moi mais n'iront à un projet ou à une association. Du coup, suite à mon projet, j'ai l'association Vaincre la mucoviscidose qui m'a contacté, mais toujours sur internet, pour en fait les aider à faire avancer les récoltes de dons sur les événements liés aux jeux vidéo. Donc tout ce qui est compétition, tournoi ou juste événements de culture sur le jeu vidéo. Donc en fait ils m'ont contacté parce qu'ils n'y connaissaient pas grand chose dans ce milieu-là, et ils auraient aimé avoir quelqu'un pour les aider à trouver des partenariats ou des idées d'événements. Donc du coup je suis devenu ambassadeur pour l'association Vaincre la muco, et je vais les aider dans les jours, semaines à venir, dans les mois à venir, à créer des partenariats avec des événements du jeu vidéo en France pour les aider à avoir un peu de notoriété sur ces événements-là. Moi je pense que c'est bien de faire les deux finalement, de créer un projet personnel et ensuite de faire des connexions avec des associations, notamment sur internet, parce que en fait ça permet l'échange avec des personnes directement, que ce soit dans les commentaires YouTube, dans le chat textuel sur Twitch ou sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus simple en fait de communiquer directement avec eux que juste par exemple faire un article dans le journal et ensuite que les gens me recherchent, qu'ils me retrouvent et qu'ils essaient de me contacter. Là c'est tout de suite quasiment, c'est en direct, donc c'est beaucoup plus simple pour eux de me contacter.
pour moi, le média internet en général, c'est un peu l'avenir tout simplement. Donc je me dis que c'est bien de me concentrer dessus, puisqu'après en fait toutes les organisations, que ce soit entreprises, organisations, associations, vont devoir en fait s'orienter sur internet pour suivre les gens. Donc je m'y mets tout de suite, en fait je m'y prépare et comme ça je serai déjà dessus en fait. Bon, du coup, ce qui était assez intéressant, c'est que moi j'avais fait une division très nette entre hors cadre et cadre institutionnel, mais comme on peut le voir, il y a des personnes qui peuvent très bien faire le lien entre les deux. Oui, justement, tout à l'heure, tu as parlé de la grève du 15 mars, la grève pour le climat. Nous y étions justement, reportage. Bonjour à tous, vous pouvez voir derrière moi les jeunes qui manifestent pour le climat. Nous sommes le 15 mars 2019 à Brest et c'est la première grande manifestation pour le climat organisée par Youth for Climate. Allons interroger les organisateurs et les jeunes qui participent à cette manifestation. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui ? J'ai toujours trouvé que le climat c'était vraiment une cause très importante parce qu'on parle quand même de... Enfin, pour moi l'enjeu en fait c'est la survie de l'humanité, c'était la chose pour laquelle je voulais me battre dans ma vie. Moi je trouve ça super important de se battre pour les causes qu'on veut défendre, enfin de se bouger pour ce qu'on veut défendre et de dire ce qu'on pense et de défendre ce qu'on pense en fait, de défendre nos idées. Quelles ont été les actions d'aujourd'hui ? Alors nous on est là depuis 9h ce matin. Il y a eu plusieurs petits trucs. Nous en l'occurrence on a fait un plastic attack. Donc en fait ça consiste à se poster devant une enseigne, une enseigne une grande surface et enlever le plastique des achats des clients en fait pour les échanger contre des petits sachets en papier par exemple. Voilà. Oui, il y a eu des clean walkers qui ont pris des caddies, ils ont tout mis, ils ont trouvé tous les déchets, ils ont tout lavé dans la rue. Est-ce que vous trouvez que c'est important en tant que jeune de manifester pour défendre vos valeurs ? Complètement. Si on le fait pas maintenant, on le fera quand On peut manifester à n'importe quel âge, mais étant donné que c'est notre planète, c'est nous qui allons vivre là pendant des années, c'est à nous de l'entretenir et de la maintenir en fait. Le fait en fait que je dirais les 3/4 des personnes qui participent à ce mouvement n'ont jamais milité dans une autre cause de leur vie parce qu'elles sont jeunes en fait tout simplement. Je pense que ça apporte une espèce de fraîcheur, de nouveauté dans le mouvement qui peut-être va amener quelque chose de positif. Est-ce que vous pensez que le fait d'être jeune, ça peut peut-être décrédibiliser ou même ne pas être pris au sérieux par les gens d'en haut ? Ils pourraient peut-être se moquer de nous en mode de dire que c'est un fantasme d'adolescent, mais là on est organisé, on est nombreux, on a des propos cohérents, c'est absolument rationnel ce qu'on dit, donc ils peuvent pas nous ignorer comme ça plus longtemps. Enfin, peu importe l'âge qu'on a, on peut toujours manifester et je vois pas pourquoi on serait pas pris au sérieux. Personnellement, je pense pas parce que quand on a pu faire des réunions avec les autres organisateurs pour organiser cette marche, et en effet, il y avait des adultes et leur avis était très pertinent et justement essentiel à cette organisation. Moi, je pense. Personnellement, qu'est-ce que ça vous apporte ? Pour moi, c'est aussi on se sent vraiment impliqué dans quelque chose d'important et ça fait vraiment plaisir, ça donne confiance en soi, ça donne de l'assurance, ça donne le pouvoir de répondre aux gens qui nous disent qu'on a tort. Et en même temps, on se dit que c'est aussi une obligation qu'on a de faire ça parce qu'on va subir, on va pas se battre. Et on va subir ce qu'on n'a pas envie en fait de subir. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin ? Make love, not CO2. Bon, du coup, suite à ce reportage, on peut dire qu'on a justement avec nous des représentants de Youth for Climate dans le public. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire pourquoi est-ce que vous avez choisi la grève plutôt qu'autre chose à cette époque ?
Alors en fait la grève elle part d'un constat simple, ce qui est de pourquoi aller en cours pour étudier et ensuite avoir un travail, etc. Alors que probablement la planète est condamnée. En fait ça part donc de ce constat-là. Et donc aussi c'est pour montrer aux grandes instances qu'on est motivé et on est assez motivé pour ne pas aller en cours et donc faire la grève des cours pour militer pour ce combat qui est essentiel à notre génération. D'accord, merci. Mais du coup, 1 mois et demi après, qu'est-ce que ce mode d'action a pu apporter du coup Est-ce qu'il y a eu des évolutions que vous avez pu remarquer en fait Alors, dans un premier temps, déjà, ça nous a permis de nous retrouver très régulièrement et d'apprendre les uns des autres. Il y a certaines personnes qui étaient plus militantes, depuis plus longtemps, qui ont pu apprendre certaines choses aux militants nouveaux, si j'ai envie de dire. Donc déjà ça, et ça nous a permis donc de nous organiser. Notamment, on s'organise via Discord, une application de chat instantané. Et donc oui, ça nous a permis de nous organiser plus globalement et de mettre en place une diversité d'actions, de pas tout miser sur des manifestations qui aujourd'hui, on a fait ce constat là aussi, sont importantes pour notamment la mobilisation et ramener du monde, mais qui sont pas suffisantes en fait, tout comme les attitudes de consommation personnelle, etc. C'est très bien, mais c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on cherche à aller plus loin. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Parfaitement. Du coup, on comptait passer un petit peu aux questions au public. Dites-nous, pour vous, quelle est la forme d'engagement la plus efficace ? Oui, la forme, il y a... pour moi, la manifestation et tout ce qui est grève, tout ce qui est grand rassemblement de masse sert surtout à rassembler les gens pour ensuite organiser la lutte, parce que la lutte ne s'arrête pas quand on rentre chez soi le soir après la manifestation. Et la manifestation sert seulement à rassembler et elle ne fait qu'une petite partie du travail, parce que c'est vraiment le travail de fond derrière qui est le plus important, surtout dans ce combat qui est l'écologie. Donc la meilleure forme, il y a énormément de formes de lutte contre par exemple les industries polluantes, comme le boycott par exemple, mais il faut les rassemblements comme ça reste pour se rassembler et ensuite organiser directement la lutte. Voilà. D'accord, mais du coup, pas forcément faire appel à... je veux refaire référence au cadre institutionnel, peut-être monter pour faire valoir votre avis en mairie, pour essayer de pas faire du lien forcément, des actions à part. Alors, le cadre institutionnel qui est plutôt politique, finalement on se rend compte avec l'élection, je pars directement des présidentielles parce que les mairies c'est beaucoup plus indépendant que la présidentielle, mais quand on a vu ce qui s'est passé pendant l'élection de 2017, on s'est rendu compte finalement que le vote avait un caractère très peu démocratique, puisque c'était l'abstention finalement qui avait gagné à cette élection. Et de ce fait a découlé le mouvement des Gilets jaunes qui a trouvé ce vote illégitime finalement, ce qui était finalement normal puisque l'abstention avait gagné à cette élection. Et c'est vrai que se mettre dans un contexte plus institutionnel, ce que ne veulent pas la majeure partie des Gilets jaunes aujourd'hui, je prends ce mouvement parce que c'est le mouvement d'ampleur dont tout le monde parle en ce moment, mais c'est aller dans ce cadre institutionnel. Au niveau présidentiel, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui parce qu'il y a une sorte de méfiance envers la politique, évidemment. Et oui, pourquoi pas former un groupe pour ensuite être élu en mairie, parce que finalement la mairie, la commune reste beaucoup plus indépendante du gouvernement, de l'État. Donc oui, ça peut être une solution, mais en attendant, évidemment, les grandes politiques, surtout portant sur l'écologie, viennent du gouvernement, et en attendant, il faut protester contre ce gouvernement. D'accord, je vois le point de vue, oui.
Mais je pourrais continuer là-dessus parce que j'avais d'autres questions, mais bon, on a un temps limité, donc... Je voulais aussi vous demander, parce qu'on a parlé des adultes, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt un atout ou bien est-ce que c'est plutôt une restriction d'avoir l'appui des adultes ? Moi, il me semble que l'appui des adultes est à double tranchant. C'est-à-dire que ça peut être extrêmement important d'avoir un adulte à côté de soi, que ce soit des parents, des proches, ou que ce soit quelqu'un qui soit de tout à fait externe, pour nous faire grandir et nous faire évoluer sur nos opinions. Parce que comme on l'a pu le voir dans les micro-trottoirs, les adultes en général ont plus d'expérience. Donc ils ont des choses que nous, on ne voit pas de notre point de vue. Parce qu'ils ont un autre prisme, en fait. Donc ça me semble être quelque chose de très important. Mais après, comme aussi développé dans le micro-trottoir, ça peut avoir un aspect handicapant, on va dire, parce que les adultes ont un pouvoir sur nous. C'est-à-dire qu'ils ont cette forme de... Comme ils sont plus vieux, on a l'impression que leurs paroles pèsent plus, alors que pas forcément. Moi, ce qui me paraît être logique, c'est que c'est pas tant l'âge ou l'expérience de la personne qui compte, mais les propos qu'elle tient. C'est-à-dire que si son discours tient, si son discours est intelligible et intelligent, que ce soit un adulte ou un enfant, je vais prendre celui qui me paraît le plus proche de mes convictions. Donc voilà, avoir un adulte à ses côtés, ça peut être extrêmement important, tout comme ça peut vraiment être un problème dans le sens où pour beaucoup, la parole des jeunes est encore sous-estimée parce qu'on considère que justement eux n'ont pas acquis assez d'expérience. Et je trouve que c'est assez dommage et que c'est vraiment dommageable dans notre société parce que en fait les jeunes sont sont ceux qui vont vivre la société prochaine, future, et on ne les écoute que très peu. On s'en rend compte, par exemple dans certaines grèves, mais on s'en rend compte aussi au niveau à des échelles plus locales. Par exemple, moi, dans notre lycée, ou même au niveau des institutions qui sont plus hautes, entre guillemets, donc le CAVL, le Conseil académique de la vie lycéenne, beaucoup de jeunes se sentent très peu écoutés en vérité. Et c'est ça et de par le fait que ce sont des adultes à qui ils font face. Donc voilà, moi c'est mon avis sur la question. Merci à tous. Nous avons pu voir avec l'exemple de Youth for Climate que de nouvelles thématiques et de nouveaux enjeux apparaissent dans le débat et que ça a permis aux jeunes de s'exprimer sur leurs convictions. Mais alors maintenant la question c'est de savoir comment est-ce que cette parole est perçue. Donc nous allons nous intéresser avec toi Étienne sur la question. Merci Elena. En effet, le fait de prendre la parole ou de s'engager n'est pas une action qui est anodine dans la vie quotidienne. En effet, elle signifie s'exposer au regard des autres et donc s'exposer à leur jugement. Nous allons tout de suite regarder ce qu'en pensent les jeunes via un micro-trottoir. Penses-tu que les jeunes sont assez matures pour s'engager ? Cela dépend des personnes, parce qu'il y a des personnes qui s'en servent cela pour passer le temps, alors qu'il y en a c'est pour un but précis. Ça dépend de chacun en fait. Le problème c'est que tu peux être mature à 17 ans, comme à 16 ans, comme à 35 ans. Ça dépend je pense de la personne qui s'occupe de ça. Mais oui, en soi, un jeune peut être engagé dans la vie de tous les jours et dans la société. On peut me dire souvent que je suis qu'une adolescente et que je n'ai pas forcément de mots à dire comparé aux adultes. Mais pour moi, non. Non, moi ma mère elle m'encourage assez quand même, mes parents ils sont d'accord et puis ils sont contents que je fasse quelque chose et puis voilà. Et que pensent les autres de ton engagement ? Ceux qui sont engagés aussi, du coup on est tous ensemble donc c'est cool, mais il y en a la plupart, ils s'en fichent un peu. Hein. La génération actuelle, la jeune génération actuelle est peut-être plus informée, plus connectée entre guillemets, donc est brassée par plus d'informations que ne l'étaient les anciens. Et est-ce que ça permet de prendre des meilleures décisions ? Je sais pas. En tout cas, ça permet d'avoir un œil ouvert sur le monde entier et pas juste sur son précaré. Comme nous avons pu le voir avec ces micro-trottoirs, la parole et l'engagement des jeunes semblent être plutôt bien perçus aujourd'hui. Cependant, cette parole et cet engagement est-il toujours bien perçu dans la société ? Eh bien, ce n'est pas toujours évident. En effet, si l'on considère les campagnes de dénigrement dont ont été victimes certains jeunes engagés et très médiatisés, comme Greta Thunberg ou Emma González. Emma González est une rescapée de la tuerie du lycée de Parkland qui a eu lieu le 14 février 2018. Cette tuerie a relancé le débat. En effet, elle avait été perpétrée avec un fusil acheté légalement aux États-Unis. 3 jours après cette tuerie, Emma González a pris la parole en face des médias.
Là, son discours éloquent et plein de rage a évoqué la responsabilité de la NRA, c'est-à-dire le lobby des armes aux États-Unis. Il a évoqué surtout la responsabilité des politiques qui la soutiennent. Cette vidéo a été vue plus d'1 million de fois et elle est devenue ainsi l'icône de la mobilisation jeune aux États-Unis. Elle a lancé le hashtag NeverAgain et a notamment participé à l'organisation de la Marche pour nos vies le 24 mars 2018. Cependant, elle a été aussi la cible d'attaques visant à la décrédibiliser. En effet, avec un autre de ses camarades, David Hogg, elle a été la cible de l'alt-right, la droite dure américaine, notamment via des sites complotistes. Elle a notamment été accusée d'être une actrice payée par l'extrême gauche pour promouvoir les idées anti-armes, ou encore David Hogg a été accusé d'être utilisé par son père et donc instrumentalisé, notamment par les médias, pour décrédibiliser l'administration Trump. Elle a même été victime d'un photomontage, la présentant déchirant la Constitution des États-Unis, alors que sur la photo originale, elle déchirait une cible de tir. La NRA a d'ailleurs publié sur Facebook, je cite, « Les milliardaires anti-armes et les élites de Hollywood manipulent et exploitent les enfants pour servir leur projet de destruction du deuxième amendement et pour nous priver du droit à nous défendre. » Tout cela pose la question de la bienveillance de la société à l'encontre de l'engagement des jeunes, qui sont souvent présentés par leurs opposants comme instrumentalisés. Si de telles inquiétudes posent la question, être jeune est-il aujourd'hui un avantage ou un inconvénient pour s'engager? Qu'en pensez-vous? Alors effectivement, je pense que les jeunes peuvent être facilement décrédibilisés, mais je pense aussi en fait que les personnes au pouvoir, qu'elles soient le pouvoir économique ou politique, dès qu'il y a quelque chose qui les dérange, on a bien pu le voir avec les gilets jaunes qui les embêtent en fait dans leurs habitudes, ils vont toujours chercher à décrédibiliser le mouvement, que ce soit un mouvement social ou un mouvement pour le climat, contre les armes, comme la personne que vous venez de citer. Et du coup, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient d'être jeune? Je pense que c'est un avantage parce qu'on a plus de fougue, si je peux dire entre guillemets. On peut plus facilement se lancer dans des actions, etc. Et en même temps, ça peut être un inconvénient parce qu'on peut être une tête brûlée, par exemple, et se lancer un peu à l'aveuglette dans certaines choses. Donc je pense que ça rejoint aussi ce qu'on disait par rapport à l'aide des adultes qui peuvent venir tempérer cela. Et donc voilà, et je pense qu'il décrédibilise une parole de jeune en disant que justement on est des enfants, on peut être une tête brûlée, on pense pas à plusieurs fois avant d'agir, avant de parler, alors que comme le disait la personne, je sais pas comment dire, Arthur plutôt, l'important c'est le discours et pas l'âge, et donc voilà, c'est juste plus facile pour eux de décrédibiliser un jeune qu'une personne moins jeune, je pense. Très bien. J'aimerais aussi vous poser la question, est-ce que vous, en tant que jeune engagé, vous vous sentez jugé dans votre engagement? Alors non, pas du tout. Je me sens jugée ni par mes proches, ni par les personnes à qui je peux en parler. En général, quand on est jeune, c'est plutôt vu comme quelque chose qui est plutôt positif. Après, ça dépend aussi de, entre guillemets, la catégorie socio-professionnelle à laquelle on appartient. J'entends ça par le fait que si on est dans une famille qui est un peu conservatrice et que nous on a des idées qui sont un peu opposées, on va forcément s'exposer au jugement de sa famille et probablement à des à des remarques qui peuvent être gênantes, vous voyez. C'est-à-dire on va considérer que notre engagement il est juste là pour être contre en fait. Alors que quand on appartient en général à une classe socio-professionnelle et que on rentre, c'est-à-dire notre point de vue rentre dans cette classe-là, entre guillemets, on s'expose déjà beaucoup moins à des jugements. Mais même en général, quand j'ai pu rencontrer des gens qui n'étaient pas du tout du même avis que moi, que ce soit des adultes ou d'autres jeunes, je me suis pas senti jugée, on se sent remis en question, dans le sens où ce que l'autre apporte change entre guillemets notre point de vue, ou en tout cas peut l'influencer, mais on se sent pas spécialement remis en question et on se sent pas illégitime en tout cas dans le discours qu'on tient. Donc non, je me sens pas jugée en particulier parce que je suis engagée en tant que jeune. Mais est-ce que le jugement joue justement sur votre volonté de vous engager, dans le sens où ça vous donne l'envie de renforcer justement votre engagement, ou alors ça vous le freine? Est-ce que peut-être il y a d'autres réponses que vous voulez apporter peut-être à cette question?
Alors je trouve que votre question est très intéressante parce que je vois beaucoup de jeunes qui perdent un peu l'espoir quand on se rend compte que beaucoup de personnes semblent penser des choses très différentes de nous et on se sent un petit peu acculé entre guillemets. Mais non, moi ça renforce ma conviction en général quand je me heurte à des gens qui sont pas du tout du même avec moi, mais qui n'ont pas spécialement d'arguments qui arrivent à me faire changer de point de vue. Ça me renforce dans mon idée que le discours que je tiens est cohérent et c'est très important pour moi justement de me confronter à des gens qui sont très différents de moi et qui pensent des choses très différentes, parce que si on se confronte que à des gens qui ont la même opinion que soi, on entre dans une forme d'autosatisfaction personnelle et on se sent c'est assez destructeur entre guillemets, dans le sens où on va jamais se remettre en question. Donc je pense que la remise en question par le biais d'autrui est hyper importante. Donc on voit que toi tu as un peu de recul par rapport à ça et que ça te renforce justement d'avoir ce jugement porté sur toi pour montrer tes valeurs et tes arguments par rapport à ton engagement. Mais est-ce que tu penses que ça peut freiner certains qui ont peut-être pas justement cette distance-là ou cette maturité pour continuer de s'engager puisqu'ils se sentent persécutés ou jugés? Tu penses que ça va pouvoir les freiner? Oui, je pense qu'il y en a que ça va freiner, il y en a que ça va parce qu'ils sont peut-être moins à l'aise, parce qu'ils ont plus de mal à exprimer leurs idées. Il y en a que ça va freiner. Mais en même temps, ceux que ça va freiner, ce qu'on peut penser, c'est que ils vont finir par... ça va les freiner un temps, et puis après, quand ils vont sentir que finalement, ce qu'ils pensent et les convictions qu'ils ont sont vraiment ancrées en eux, je pense que ça va les faire repartir, entre guillemets, donc du coup, ils vont y aller à fond. Moi, je pense que ça peut en freiner certains, mais je crois pas que ce soit particulièrement inquiétant parce que l'expression dit chasser le naturel, il revient au galop. Donc c'est-à-dire, on peut chasser les convictions les plus profondes qu'on a, mais elles finissent toujours par revenir, que ce soit 10 ans, 20 ans après. Donc je pense qu'on est tous engagés plus ou moins à certaines échelles et que oui, le jugement peut freiner, mais que c'est pas un frein total, c'est un petit frein. La notion de temps un petit peu qui vient s'ajouter du coup pour la maturité qui apparaît peut-être plus tard pour certains. Exactement. Du coup, voilà, merci beaucoup pour ta réponse. Alors moi je suis pas vraiment d'accord. Je pense pas que ça va freiner les gens parce que la majorité en fait les jeunes qui s'engagent, c'est plutôt bien vu, je pense majoritairement bien vu par les adultes et même par les jeunes. Et donc à moins que les jeunes veuillent vraiment, que les personnes que ça dévaloriserait veuillent vraiment ne voir que ce qui est mauvais, je pense que ça peut plutôt les encourager à aller plus loin. Mais par exemple, tu vois l'image, je sais pas si vous avez suivi un petit peu les révoltes par rapport à la réforme avec Parcoursup, justement, il y en a qui ont dit non, moi je veux pas prendre part à ces révoltes un peu parce qu'on va dire on sèche les cours, nanana, on est un peu les casseurs. Ils voulaient pas avoir un peu l'aspect négatif que certaines personnes pouvaient évoquer, donc les casseurs dans les démarches ou juste des élèves qui voulaient sécher les cours pour sécher les cours et que c'était une excuse en fait. Donc c'est une peur de détournement d'informations en fait. Ouais, c'est ça. Oui, bah alors là c'est sûr qu'il doit y en avoir. Ok, merci. Je veux juste intervenir pour dire que justement en se disant qu'on va être jugé dans le fait qu'on sèche les cours, etc. Finalement on fait le jeu du gouvernement et de ceux qui ne veulent pas qu'on manifeste. Parce qu'il ne faut pas oublier que mai 68 a commencé avec les manifestations des étudiants. Et voir la jeunesse dans la rue qui manifeste, pour l'État c'est la pire image possible qui soit. Et justement, moi dans mon lycée, il y a eu cette manifestation pour l'écologie et j'ai remarqué qu'avant qu'on ait distribué des tracts avec les gens du groupe dans mon lycée, les gens étaient assez réticents et puis finalement ça s'est débloqué tout seul juste quelques jours avant la manifestation et parce que les gens se disaient ouais on va être mal vu, ça va être mal interprété. Et finalement, tout s'est débloqué et on s'est retrouvé avec une mobilisation plutôt impressionnante à Brest. C'est ça, c'est l'image qu'en fait veut véhiculer le gouvernement que tu dis, qui montrait que les lycéens, les étudiants, etc. Seraient mal perçus à manifester ou qu'ils n'auraient pas de revendications claires. Mais du coup, tu penses que le mouvement de groupe en fait et la communication que les jeunes peuvent apporter, ça va justement casser cette image et ça va faire avancer les choses en fait.
Ah oui, oui, ça va, forcément, ça va. Toute cette communication qu'on fait, bah, justement, comme a dit Arthur tout à l'heure, c'est nous qui allons faire la société de demain. Et cette société, elle est en train de se démocratiser au fur et à mesure grâce aux réseaux sociaux. Et les jeunes utilisent énormément les réseaux sociaux, ça on le sait. Mais c'est sûr que sur les médias plutôt mainstream, donc traditionnels, comme la télévision, on a bien remarqué que le jour de la manifestation pour l'écologie, la médiatisation était très faible comparée aux violences qu'il y a pu avoir dans certaines manifestations pour pas qu'on puisse montrer justement l'engouement des jeunes. Très bien, merci. Vous parliez du regard de la société mais aussi de l'État. Mais est-ce que dans votre engagement, vous avez déjà ressenti de la part des adultes du dénigrement ? Bah moi en tout cas personnellement j'ai jamais ressenti ça vraiment, peut-être parce que je reste un peu dans mon sentiment d'autosatisfaction et je reste un peu dans des groupes qui me conviennent, on va dire, mais enfin en tout cas je me sens plutôt ouvert et j'ai jamais ressenti de réel dénigrement venant des adultes. Moi j'ai organisé le projet de soirée caritative dans mon lycée. Et on a été encadré par des adultes, enfin des professeurs qui nous ont fait un peu ouvrir les yeux sur les questions financières de notre projet. Et on a été vachement bien vus par tout le monde, même les profs et l'administration qui en fait pensaient pas qu'on était capable de faire ce genre de choses et qu'au final il y a eu une super communication et même l'association qu'on a contactée était hyper impressionnée qu'on ait réussi à organiser tout ça. Et je pense que le regard doit jouer par rapport au gouvernement, je pense que par rapport aux grèves du climat, voir autant de monde dans la rue pour se bouger à propos des questions climatiques, ce que le gouvernement fait peut-être un petit peu, mais pas assez à notre goût, ça doit un peu leur faire peur par rapport au fait qu'on est la société de demain, qu'on va bientôt avoir le droit de vote et choisir un camp politique, et qu'au final on va peut-être pas forcément adhérer à leur idée et justement changer ce genre de choses. Donc je pense que ça doit dépendre de à quelle échelle on se situe, si c'est proche dans les communes, etc., ou la région ou l'État justement. D'accord, merci. Vous demandiez donc du coup si on avait, enfin moi j'ai ressenti, oui, moi j'ai dans certaines actions que j'ai pu mener, j'ai ressenti du dénigrement. Ça m'a pas arrêté, ça m'a pas freiné, mais c'est-à-dire que c'était alors en début d'année, on avait organisé plusieurs blocus dans notre lycée pour protester contre Parcoursup. Et contre aussi la réforme du lycée qui vient, à notre grand malheur. Mais donc du coup, on s'est senti dénigré par certains professeurs qui n'étaient pas de notre avis. Ils ont le droit. On a été dénigré dans le sens où il y a des professeurs qui nous ont balancé des trucs à la tronche en mode mais ce que vous faites ça sert à rien, mais vous êtes inutile, mais qu'est-ce que vous faites là, donc voilà, c'était assez violent et en même temps je pense que ça nous a encore plus entraînés dans notre truc parce qu'on s'est dit ok, donc il y a vraiment des gens qui pensent ça et qui nous disent ça, et du coup on s'est dit nous on veut vraiment faire changer cet aspect là des choses, et nous c'est vraiment on veut changer cette mentalité là, donc ça nous a pas du tout freiné, ça au contraire ça nous a fait accélérer en fait. Mais ouais, donc par certains professeurs puis par certains membres de la police aussi, ça a été enfin nous pour certains ça a été assez violent, voilà. D'accord, mais tu penses que cette violence était due au fait que vous étiez jeune ou juste que les opinions n'étaient pas les mêmes ? Je pense que c'était autant l'un que l'autre. C'est-à-dire que clairement les professeurs qui ont pu nous stigmatiser, on va dire, n'avaient pas les mêmes opinions que nous du tout. Mais le fait qu'on soit jeune je pense, a pesé dans la balance, dans le sens où parce qu'on était jeunes, on était des cibles qui étaient entre guillemets plus faciles. Si ça avait été des personnes plus vieilles, ils s'en seraient peut-être pas pris aussi violemment à nous. Mais nous, comme on est jeunes et que du coup on a des petites têtes trop mignonnes, donc du coup les gens en général peuvent se sentir plus légitimes à critiquer plus violemment. Voilà. Je voudrais rebondir là-dessus un instant. Il
ici, pas de problème. C'était quand on a fait du tractage aussi, pour une association, on a fait du tractage dans le lycée, et on a le gouvernement, l'administration du lycée nous a fait très clairement savoir qu'on était loin d'être les bienvenus, et même jusqu'à venu nous voir pour nous dire que de toute façon notre combat n'avait pas de sens, comme tu disais, et que il nous a très clairement fait comprendre qu'en tant que jeunes, nous n'étions pas légitimes pour porter des convictions politiques ou même environnementales, comme c'était le cas ici. Et donc c'était vraiment un très bon exemple des gens plus vieux qui ne prennent pas au sérieux du tout notre engagement et qui viennent justement essayer de nous décrédibiliser, puisque nous on était en opération de tractage, c'est-à-dire qu'on essayait d'avoir une bonne image auprès des jeunes, qu'on essayait de convaincre, et justement la dame qui est venue nous parler a essayé justement de nous faire, de montrer aussi aux gens qu'on essayait de convaincre que nous n'étions pas légitimes non plus à porter ce combat. Après ceci, moi je rebondis aussi là-dessus. Moi j'ai pas fait partie de ceux qui ont affiché, mais je sais pas si Loé tu as fait partie, mais on a beaucoup d'affiches pour la manif du 1er mai qui ont été affichées dans notre lycée, mais partout, et elles n'ont pas été arrachées, elles n'ont pas été enlevées, elles sont restées une semaine, donc je pense que ça a été plutôt bien accueilli. Donc je pense que ça dépend des lycées aussi, hein, parce que en tout cas chez nous j'ai l'impression que l'engagement est plutôt bien perçu. J'ai même pour afficher d'autres affiches pendant l'année, on n'avait pas trop de problèmes. C'était même assez oui allez-y, est-ce que vous avez besoin d'aide quoi. Donc je sais pas, ça doit dépendre quand même, hein, il n'y en a pas partout du dénigrement je veux dire. Je voudrais juste rajouter un truc, c'est par exemple quand on a fait la grève du 15 mars et qu'on passait devant les lycées et collèges, on sentait qu'on n'était pas les bienvenus parce qu'il y avait beaucoup de barrières fermées et enfin ils pensaient en fait on a un peu cette image de manifestation de Paris avec tous les casseurs, des gilets jaunes, mais c'est pas l'image qu'on veut véhiculer et en fait les gens font une généralité de ce qu'ils voient et ils pensent que dès qu'il y a une manifestation il y aura forcément des gens qui vont venir et casser alors que c'était pas le but de ce qu'on fait quand on va dans la rue généralement. Et je pense que aussi les gens ont un peu peur de ce qu'on fait parce qu'il y a des gens qui ont peur de ce qu'on fait mais qui pensent comme nous et qui se disent j'ai pas envie de me faire juger parce que je fais ça, alors que en fait il faut juste leur donner un coup de pouce pour leur dire bah venez et comme ça c'est juste une personne mais vous allez vous allez peser dans la balance dans le fait que vous allez dire je suis pas d'accord, donc du coup vous allez vous imposer. Et je pense que les gens ont du mal à se dire je fais ça mais je vais y aller à fond. Ils ont peur que les gens leur disent ah ouais mais ce que tu fais c'est pas top parce que tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et comme on a toujours des idées reçues de beaucoup de choses, du coup on a du mal à s'imposer. Peut-être une facilité quand plus il y a de monde dans un mouvement, je pense peut-être plus c'est facile d'adhérer au mouvement du coup parce qu'il y a de moins en moins de jugement par rapport à ça. Et est-ce que justement le fait d'être jeune nous impose de devoir faire plus attention à notre engagement, ou justement est-ce qu'on a une marge d'erreur plus importante? Je pense qu'on voit le monde différemment parce que les adultes ils vont toujours voir le monde comme quelque chose qui va leur apporter de l'argent, parce que il faut le dire, on est basé sur l'argent dans cette société de surconsommation. Mais je pense que nous, en tant qu'enfants, on voit le monde d'une manière différente, dans le sens où on se dit on va vivre après, et ils vont mourir, et nous on va subir leur politique de croissance, la surconsommation, tout ce qu'ils ont fait avant, la pollution, le réchauffement climatique. Et du coup, l'homme est l'espèce la plus sociable de la Terre. Et si on continue comme ça, avec tout ce qui va se passer, autant au niveau de l'environnement qu'au niveau social et économique, ça va être chacun pour soi. Et je pense que c'est pas aussi une valeur qu'on veut véhiculer. Et le but de l'être humain, je pense, c'est aussi d'être soudé et de s'entraider, je pense. Ok, cette violence des adultes est étonnante parce que les adultes d'aujourd'hui étaient des jeunes hier. Certains d'entre eux étaient engagés. Les adultes du public, est-ce que vous étiez engagés à notre âge ? Moi, le seul engagement que j'avais étant jeune, c'était d'être délégué de ma classe et délégué de l'établissement. Ce qui permettait de mettre en place effectivement différentes choses en lien avec les autres élèves et l'établissement. D'accord. Merci. Et est-ce que les adultes avaient une vision négative de l'engagement des jeunes
à votre époque? Non, de ce que je me rappelle, pas du tout, effectivement. Enfin, du moins au niveau de l'engagement que moi j'avais, quoi. Non, j'ai pas eu ce ressenti-là, non. Et peut-être, est-ce que vous voyez plus d'engagement de nos jours? Peut-être qu'il est plus médiatisé aussi. Oui, j'ai l'impression qu'il est plus médiatisé, effectivement. Donc ça joue beaucoup. Après, est-ce qu'il y en a plus actuellement qu'à mon époque? Ça, je saurais pas trop dire. On en entend plus parler, en tout cas, ça c'est clair. D'accord, merci. Oui, donc merci à tous pour ce débat très instructif. Nous avons pu avoir plusieurs exemples de ce que pouvait apporter la parole des jeunes dans le débat public. Loya, nous allons voir avec toi les grandes thématiques qui ont été, qui sont très intéressantes. Oui, donc comme on a pu le voir dans les différents exemples présentés jusqu'à présent, les dynamiques portées par les jeunes sont novatrices, donc à la fois dans les sujets abordés, mais aussi dans les méthodes d'expression. Mais avant, on va regarder un petit micro-trottoir et puis on pourra en parler un peu ensemble juste après. Que penses-tu que la parole des jeunes peut apporter par rapport à celle des adultes ou à celle des gens qui prennent déjà place dans des combats ? De la fraîcheur. Je pense que ouais. Avoir genre un autre point de vue. Bah oui, je pense que ça peut apporter un œil novateur et des nouvelles idées par rapport aux nouvelles expériences que chacun fait. On vit plus aujourd'hui comme on vivait il y a 30 ans, c'est pas bien ou mal, c'est juste différent. Donc forcément les expériences, le point de vue des jeunes va être différent des anciens, va être plus constructif, va être complémentaire. On sera plus écoutés parce qu'on est plus nombreux et même on se démène plus pour avoir ce qu'on veut en général. Est-ce que tu as des exemples sur des thèmes que les jeunes peuvent apporter par rapport aux adultes? Sur l'ouverture d'esprit. Les plus vieilles générations, bon après je généralise un petit peu, sont plus fermées par rapport à certaines choses. Par exemple sur les styles vestimentaires, ils sont beaucoup plus dans le classique, sur le style vestimentaire, sur la sexualité aussi. Parce que chez nous, au lycée maintenant, on a énormément de termes pour exprimer la sexualité, alors que déjà, pour les générations d'avant, juste homosexualité, déjà, pour certains, ils savaient ce que c'était, mais ils n'étaient pas forcément confrontés à ça, alors que nous, on est confrontés à ça tous les jours, et pour nous, maintenant, c'est quelque chose de normal, ça devient banal. Donc, ce genre de choses, on peut faire évoluer. Le message pourrait peut-être mieux passer venant d'un jeune que d'un adulte, et ça ferait plus prendre conscience de la gravité des choses. Sur l'éducation, on peut apporter plein de choses parce qu'on est premièrement concerné. Du coup, vu qu'on est au cœur de la chose, c'est plus intéressant on sait comment ça se déroule et tout. On est beaucoup plus influencés en fait, les professeurs et même tout notre entourage, ils en parlent vraiment de plus en plus. Donc je pense que c'est vraiment à nous de commencer assez tôt et de montrer l'exemple aux personnes plus âgées et même aux plus jeunes. Donc je disais donc que nous, en tant que jeunes, nous pouvons apporter du nouveau dans les thématiques traitées. Et je pense que justement, c'est parce que nous nous sentons concernés par des problèmes qui sont actuels et auxquels nos aînés n'étaient pas forcément concernés. Ils étaient moins sensibles peut-être aussi. Alors que nous, on va sentir ce besoin de prendre ça en main pour maîtriser notre avenir et notre futur notamment. Et sans forcément justement attendre l'aval de nos aînés, de nos parents, nos grands-parents, etc. L'idée, elle est même d'avoir une longueur d'avance en réalité, parce qu'il y a des choses, des inquiétudes que nous sommes peut-être les seuls à voir et à ressentir en tant que jeunes. On peut citer une fois encore de plus la question du climat que nous avons abordée de nombreuses fois plus tôt, mais également l'éducation avec les initiatives lycéennes, donc dans le cadre des MDL par exemple, où les élèves vont mettre en place des événements, des préventions, des ventes, mais également des diffusions d'informations, donc avec leur propre regard et un peu leurs propres opinions, et où ils se sentent libres de pouvoir exprimer ce qu'ils pensent et de défendre un peu au nom des autres lycéens ce que les jeunes pensent. On va aussi avoir par exemple les questions d'inégalité, donc notamment vers les femmes et les hommes, donc sujet qui a été bien abordé l'année dernière au cœur du débat de Topic, que vous pourrez donc retrouver sur internet. Mais il y a aussi le fait que les jeunes veulent se détacher de certains codes établis, donc c'est pour ça qu'on est plus à l'aise avec les questions qui touchent par exemple au genre ou à la sexualité, parce que justement on veut les rendre visibles et on veut tenter de supprimer ces tabous qui les entourent. Donc justement, Prune,
Pouvons-nous peut-être parler du projet que tu as mené cette année au sein du Conseil régional? Bien sûr, Lauriane. Alors, dans le cadre du Conseil régional de Bretagne, mandat 2016-2018, nous avons créé 10 visuels d'affiches qui interrogent les normes, les stéréotypes sur la sexualité. On a aussi créé un petit livret avec les modalités d'animation, parce que ces visuels sont voués à être animés avec des élèves. Et vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site lanorme.bzh. Merci Prune. Et je voulais aussi rebondir sur ce qui avait été présenté dans le reportage Youth for Climate, que beaucoup d'entre nous manifestaient pour la toute première fois justement, donc on a pu voir des collégiens, et que justement ça peut être une bonne base en fait pour voir émerger de nouvelles manières de penser, mais surtout des nouvelles manières d'agir, parce que ça apporte un regard novateur et plus jeune, plus frais entre guillemets, pour faire évoluer les méthodes d'action classiques, donc avec un regard nouveau, comme je l'ai dit précédemment. Donc maintenant je vais un peu vous poser des questions à vous à propos justement de ce thème. Donc savoir si vous constatez des évolutions apportées par les nouvelles générations, ou bien pour vous ça ne fait pas vraiment bouger les lignes, enfin c'est pas différent des générations précédentes. Alors moi je trouve que notre génération a apporté quelque chose de tout à fait nouveau, qu'on avait pour ainsi dire jamais vu avant. C'est une conscience aiguë de l'enjeu climatique. C'est-à-dire que moi la génération précédente, je considère que c'est la génération de mes parents, on va dire. Moi, ma mère, quand elle était plus jeune, on lui a jamais expliqué tous les enjeux climatiques et les enjeux environnementaux qui pèsent sur notre société. On lui a jamais expliqué le problème de l'eau en histoire géo, on lui a jamais expliqué les problèmes démographiques, on lui a jamais expliqué particulièrement... on commençait à expliquer un peu les problèmes du pétrole, mais c'était quelque chose qui était trop frais encore pour être vraiment abordé. Le recul n'était pas assez grand. Et nous, aujourd'hui, on a ça. On a cette chance d'avoir un tout nouveau regard, et on est issu d'une nouvelle éducation qui a vraiment changé, en tout cas dans le fond, et dans ce qu'elle démontre, et dans ce qu'elle apprend aux jeunes. Donc c'est vrai qu'il y a une conscience collective, j'ai l'impression, de beaucoup de nouvelles choses. Que ce soit, comme on le disait, pour le climat, mais aussi pour les sexualités, la sexualité. Il y a une conscience beaucoup plus aiguë de l'existence de différentes sexualités et de différents genres, et une acceptation qui est aussi beaucoup plus importante, il me semble. Donc oui, pour moi, l'enjeu générationnel, on va dire, est extrêmement important. D'accord, merci. Est-ce que quelqu'un du public voudrait rajouter quelque chose à cette question, même si c'était très bien dit par Arthur, ou même un membre des chroniqueurs? Alors, pour ajouter quelque chose, je trouve très important dans le monde d'aujourd'hui, c'est que les jeunes sont en quelque sorte un signal d'alarme. En tant que jeune, on a souvent beaucoup de choses à gérer, entre les cours, la vie personnelle, l'adolescence qui se passe pas toujours facilement. Et si les jeunes prennent le temps de l'engagement, qui peut être parfois chronophage, et surtout prennent la volonté pour s'engager et pour vraiment s'impliquer dans un projet, il faut que ce projet soit vraiment grave. Donc c'est une forme de signal d'alarme que peuvent lancer les jeunes au monde entier, aux États et à tous les pans de la société, qu'il y a un problème majeur à régler. D'accord, merci. Du coup, pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit tous les deux, vous pensez que les jeunes, l'engagement des jeunes, il va suffire pour concrètement faire bouger les choses, ou alors il va avoir besoin d'autres choses, d'autres éléments, d'autres dynamiques qui vont venir étayer cet engagement? Moi, je vais peut-être prendre un peu la parole là-dessus. L'engagement des jeunes, en fait, c'est un petit peu un début, un lancement. Si on s'engage, on peut peut-être entraîner le reste. Et du coup, si on entraîne le reste, peut-être que ça va marcher au final. Peut-être que ça va marcher parce qu'il y a quand même, notamment, on parle beaucoup du climat, mais il y a quand même une urgence climatique qui est assez, pour l'instant, très incontrôlée, puisque on nous dit bien que dans une 50aine d'années, ce sera peut-être joué depuis longtemps. Enfin, même en fait, les scientifiques, dans tous les rapports qu'ils donnent, dans une bonne partie des rapports, nous indiquent bien que, en fait, ça se joue sur la dizaine d'années à venir, que, selon nos actions, selon les actions des différents gouvernements, mais par les gouvernements,
En fait, c'est aussi par notre biais, en fait. On va pouvoir peut-être éviter le réchauffement à 1,5 ou à 2 degrés, qui serait catastrophique et qui, en fait, à terme, détruirait pas forcément la planète, mais détruirait notre civilisation. Donc, le fait que nous, on s'en rende compte, qu'on en parle, qu'on réussisse peut-être à convaincre ne serait-ce que nos parents, du coup, leur cercle d'amis, etc., que ça s'étende, à terme, on va peut-être quand même pouvoir faire bouger les choses. Du coup, tu penses que si les jeunes sont un peu les premiers à se révolter, à s'engager, tu penses que ça va faire vraiment, si on voit que les jeunes, on se dit, bon, les jeunes, c'est les jeunes, tu penses que ça va entraîner le mouvement et que tout le monde, au final, continue dans cette dynamique-là et fasse changer les choses. Enfin, faudrait que ça parte des jeunes et puis après, c'est bon, quoi. Si ça prend assez d'ampleur, oui. Donc après, ça, c'est de la communication, je pense, principalement. Ok, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un, peut-être... Ok. Juste, je voulais dire que tu as totalement raison. C'est vrai que on apporte aussi quelque chose de nouveau dans le sens où les générations d'avant, elles n'avaient pas la conscience climatique qu'on a aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une revendication qui est, je pense, un peu la même pour un peu tous les engagements. On a envie de se faire entendre, on a envie de se faire comprendre et on a envie que les autres agissent parce que on est jeunes, on a un engagement, mais on n'a pas les pleins pouvoirs. C'est-à-dire qu'on est des citoyens et qu'on ne détient pas le pouvoir. C'est-à-dire que, par exemple, le président pourrait faire voter des lois pour, par exemple, changer la conscience climatique, changer le problème climatique et éviter le réchauffement climatique parce que c'est lui qui a ça en main, en fin de compte. Et je pense qu'il a aussi un peu de mal à comprendre qu'il a l'avenir de millions de personnes entre les mains. Et je pense que c'est aussi important qu'on aille dans la rue, qu'on manifeste, qu'on dise qu'on est contre ce qu'il fait, sa politique et ses actions pendant son mandat depuis qu'il est élu. Et je pense que si c'est pas crédible s'il y a que une dizaine de personnes qui dit on n'est pas content, alors que si on est des millions à se bouger, il va se dire ils sont pas contents et je vais être perçu comme quelqu'un d'impopulaire et il a pas envie de ça, je pense, le président, et il va se dire je vais faire comme ils veulent et tant pis, quoi. Mais je pense qu'il est aussi très axé sur sa petite personne et sur son argent aussi, je pense. Merci. Juste pour rajouter, alors, outre la question des jeunes et de leur engagement, je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, que ce soit rien qu'avec les Gilets jaunes ou même un peu partout dans le monde, je pense qu'on est dans un moment historique où une bonne partie de la population en fait, se rend compte que notre société est insoutenable, en fait. Elle est, que ce soit d'un point de vue économique, où on repose essentiellement sur les énergies fossiles, qu'il y a un manque aussi de prise en compte de la vie des citoyens à travers le monde par rapport à notre système politique, etc. Et je pense qu'il y a une bonne partie de la population, que ce soit les jeunes pour le climat, les gilets jaunes, on peut penser à Extinction Rebellion aussi en Grande-Bretagne, à NVCO21. Enfin, je pense qu'il y a une grande partie de la population qui se rend compte que on va dans le mur et qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour éviter cela. Et tu disais tout à l'heure qu'on va peut-être pas détruire toute la planète. On en est capable. On en est très, très probablement capable. Oui, on a les moyens. Avec on a les armes moyens. Nucléaires, de toute façon, on peut la détruire plein de fois. De toute façon, même rien qu'avec ça. Donc oui. Rien qu'avec l'extraction des énergies fossiles, on est très très fort. Et donc je pense que oui, les jeunes ont leur part à jouer, là-dedans, que ce soit par leur conscience climatique et environnementale qui est plus forte qu'avant. Je pense que c'est tout un pan de la société en fait qui se rend compte qu'on peut pas continuer comme on l'a fait depuis des dizaines d'années jusque maintenant. Après peut-être je te passerai la parole. Je suis pas tout à fait d'accord quand vous dites qu'en tant que citoyen, on est un petit peu impuissant. Parce que, après, moi, c'est mon ressenti. Je trouve qu'on a quand même la chance d'être dans une démocratie où on peut élire ceux qui nous représentent et élire ceux qui nous... vous serez pas forcément d'accord. Mais on n'est pas non plus dans une tyrannie où on n'aurait pas le choix de... Vraiment aucun choix, où on serait obligé de subir la politique
même si on l'a subi dans un sens. Enfin, si on arrive à se mobiliser énormément et à élire, alors peut-être qu'il faut modifier certains de nos représentants aussi, mais si on arrive à se mobiliser en masse pour élire des personnes qui auraient le même avis que nous, enfin, ça peut peut-être marcher, parce qu'il n'y a pas que le président qui décide. Même si on est dans un régime présidentiel et qu'il a quand même une grosse part dans les décisions, il y a aussi le Parlement qui a une grande importance. C'est-à-dire que c'est lui qui va permettre de valider ou pas les lois qui passent, même s'il y a le 49.3, même s'il y a d'autres choses. Donc, et pourtant, il y a quand même plein d'abstentions pour les élections de nos parlementaires. Et moi, je trouve ça dommage, parce qu'on aurait pu éviter plein de choses. Sans une majorité, par exemple. Alors, Trois personnes. Alors, Arthur, tu voulais parler depuis un moment. Oui, enfin bon. Moi, je rejoins un peu ce que disait... quoi ? Zina. Dans le sens où on n'a pas, en tant que citoyen, la main sur tout. Et qu'il faut l'accepter. Il faut accepter que, on est... que même... en étant engagé, on va être des complices passifs, entre guillemets, de certaines choses qui se passent dans le monde. Mais, en revanche, ce que je pense qui est très important, et ce que j'ai appris assez récemment, figurez-vous, c'est qu'il faut garder la foi, et qu'il faut garder la foi en notre capacité à changer ce qu'on est capable de changer. Donc ça va passer, par exemple, si on reprend l'exemple du climat, par une vie quotidienne une vie quotidienne qu'on va changer, on va changer ses habitudes. Et c'est ça qui est important, c'est de se rendre compte qu'on ne peut pas tout changer, qu'il y a certaines choses qui nous sont inaccessibles à nous, en tant que citoyens, mais qu'il y a des choses qui nous sont accessibles. Et je pense que c'est par ça qu'il faut voir, c'est par ce prisme-là qu'il faut voir les choses. Et je pense qu'il faut aussi garder assez de sagesse, on va dire, pour faire la part des choses entre les deux. C'est-à-dire ne pas se décourager du fait qu'il y a certaines choses auxquelles on se heurte. Oui, on va se heurter à certaines choses, mais il y a quand même certaines autres qu'on peut faire et qu'on doit faire par intérêt collectif, et puis parfois par intérêt personnel, et puis même en général pour vivre dans un monde meilleur. Enfin, ça c'est mon point de vue, en tout cas sur la question. Oui, tu l'as beaucoup mieux exprimé que moi, mais c'est un petit peu ce que je voulais faire passer comme idée. Ouais. Alors, peut-être pour recentrer le débat sur l'engagement des jeunes, je m'excuse, mais cela risque d'être un peu long si on discute de grandes questions de société qui font part aux citoyens dans leur généralité. Je voudrais dire que l'engagement des jeunes a aussi de spécial qu'il permet d'apporter de nouvelles versions de l'engagement. Si on prend par exemple ce qui se passait avant, c'est que l'engagement politique notamment est passé surtout par le vote. Et ce qui est très caractéristique de l'engagement jeune aujourd'hui, c'est que les jeunes se désintéressent du vote, se désintéressent des moyens d'expression de l'engagement plus traditionnels. Et que donc l'engagement des jeunes peut aussi apporter une nouvelle manière d'engagement et surtout une nouvelle manière de voir la prise de décision politique qui peut s'engranger. Et donc d'initier un changement dans la société. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, notamment avec les jeunes qui refusent le mode d'expression plus démocratique, on va dire, même si le terme est mauvais, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus voter avec un très fort taux d'abstention, mais qui n'en sont pas pour autant moins politisés, comme on l'a vu notamment avec les grandes manifestations, les prises de position, ou les systèmes d'engagement, notamment via les réseaux sociaux. Oui, je pense que, pour rejoindre ce que disait Étienne, il y a un problème au niveau des... Enfin, les jeunes sentent qu'il y a un problème au niveau de la représentativité de notre système démocratique. J'aime pas trop ce terme-là parce que historiquement l'élection est quelque chose est une manière de mettre au pouvoir quelqu'un qui est historiquement monarchique et aristocratique. Mais comment dire, et je pense du coup il y a un désintérêt pour le vote, surtout quand on voit par exemple la moyenne d'âge de nos représentants, rien que ça, et de voir en fait qu'on a beau voter qui on veut depuis des années, la même politique est menée par des gens d'un bord différent. Il n'y a pas de disruption de la part des représentants.
sur telle ou telle politique à mener, et je pense que c'est tout ce sentiment-là, que ce soit chez les jeunes ou chez les moins jeunes, qui nous fait nous éloigner en fait du vote, et la croyance dans ce système représentatif qui n'emporte selon moi que le non. Et surtout que tous les jeunes ne peuvent pas voter. On parle de l'engagement des jeunes, mais la plupart des jeunes ont souvent moins de 18 ans. On peut commencer à s'engager très jeune. Donc recentrer que sur le vote, c'est pas forcément... tous les jeunes ne peuvent pas voter. Donc comment est-ce qu'on peut voir les choses autrement, justement, que par le vote et par l'aspect politique institutionnel? Oui, évidemment, je parlais pour les personnes de plus de 18 ans. Mais l'engagement se fait à tout âge. Il n'y a pas d'âge pour s'engager. Et voilà, je ne sais pas trop quoi dire par rapport à ça, mais oui, bonjour. Moi, je suis conseil citoyen des quartiers. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc, vous ne savez pas ce que c'est que le conseil citoyen de quartier. Donc, il va falloir vous rapprocher de votre mairie. Donc, il est possible de s'engager à partir de l'âge de 16 ans dans le conseil citoyen. Et nous travaillons avec les élus de la mairie, du Brest Métropole, du conseil général, conseil départemental. Donc, si vous souhaitez, il faudra nous rejoindre au conseil citoyen pour vous faire entendre. Justement, je vous écoutais depuis tout à l'heure et j'aurais beaucoup de questions à poser, mais à la fin. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais que le vote, je sais plus ce que tu disais exactement, mais dans le sens où aujourd'hui, on n'a plus la même définition de démocratie, puisque si on revient à la définition historique de démocratie, c'était quelque chose qui s'était tué plus dans les villes, en Grèce. Et aujourd'hui, c'est plus au niveau national, même international. Et je pense qu'il y a aussi... on a changé la façon de faire en démocratie. Et je pense que c'est pas vraiment la démocratie, parce que peu importe le président qu'on va élire, il aura toujours des intérêts personnels à faire passer avant ceux des citoyens. Et par exemple, je reprends l'exemple de Macron, qui par exemple s'achète de la vaisselle avec les impôts des Français, c'est pas très logique. Alors que de base, un président c'est élu pour représenter la France et pas pour se payer des choses avec l'argent des Français. Et je pense que, en fait, on crie beaucoup depuis le début de son mandat. On dit qu'on est pas très content, entre guillemets, et on le fait savoir. Mais je pense que faudrait peut-être quelque chose de plus direct pour lui faire comprendre qu'on est vraiment en colère. Mais en même temps, on peut pas faire grand-chose de plus. Et je pense que même au Parlement, les députés ont toujours leur petite part d'affaires personnelles à régler, leur petit argent à garder, et leurs affaires à privilégier, et leur centre d'intérêt aussi. Donc je pense que peu importe les gens qu'on va élire, peu importe pour qui on va voter, il y aura toujours du mécontentement, et il faut changer la société de toute façon, puisque une société de croissance, c'est pas positif pour une planète qui peut pas toujours offrir plus et plus à l'être humain. Donc je pense qu'il faut changer la société. Mais démocratie rime pas forcément avec société de croissance. Il y a moyen. Et puis, je sais pas, il y a quand même moyen. Moi, je trouve que vous êtes quand même très négatif. Vous dites que les représentants, ça va pas. Mais je suis sûre qu'il y a moyen. On est tout à fait capable de changer nos représentants. Il y a tout. Mais il y a rien. Enfin, si, il y a des choses qui pourraient nous contraindre et nous empêcher peut-être même de devenir ces représentants. Mais enfin, il y aura toujours moyen de réussir à atteindre et à réussir à s'exprimer, à faire passer ce qu'on pense. Je vous trouve quand même très négatif. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas souvent très positif, mais par exemple, en 2017, quand vous êtes allé voter pour Macron, vous vous attendiez à ce que ce soit mieux que François Hollande, techniquement. Qu'il n'y ait pas de gilets jaunes, qu'il n'y ait rien du tout. Il y a eu les gilets jaunes, donc
dans un fond que Macron, c'est pas vraiment le président parfait. Je pense pas qu'il y a de président parfait parce qu'il y aura toujours les intérêts personnels derrière qui vont passer avant l'intérêt des Français. Oui, là, je suis désolée, il va falloir raccourcir un peu le débat parce qu'on prend beaucoup de temps. Peut-être juste une dernière chose, ça y est. Bref, Oui, à donc, ce moment-là. sur le point de la démocratie, bon, certes, on n'a pas tous voté Macron, déjà Oui. parce qu'on n'a pas forcément pu voter. À défaut de ne pas pouvoir voter, évidemment, on peut préparer le vote, donc avec les manifestations, etc., en se rassemblant. Tu as dit qu'on pouvait pas vraiment faire mieux. Si, justement, on peut largement faire mieux en poussant davantage. De toute façon, je pense que le temps gagnera en notre faveur et qu'au fur et à mesure, on y arrivera, on y arrivera bien un moment. Puisque de toute façon, on voit bien que les mobilisations sont de plus en plus importantes et que le nombre de personnes concernées s'accumule au fur et à mesure du temps. Et du coup, voilà. Merci beaucoup. Quelqu'un ? Moi, c'était juste par rapport à ce que tu disais, qu'il faudrait peut-être qu'ils comprennent qu'on n'est pas content ou ce genre de choses, etc. Mais théoriquement, les gilets jaunes en soi, c'est un moyen de lui faire comprendre que les choses vont pas et essayer de lui faire changer d'avis. Après, lui, il a décidé que non. Et voilà, c'est sa politique, tout ça. Et voilà. Et par rapport au vote, il y a du coup l'abstention qui avait gagné. Si on prenait les élections présidentielles, et il y a aussi le vote blanc, et il faudrait que ça soit pris en compte, mais ça l'est pas du tout. Donc au final, la partie du peuple qui a choisi de s'abstenir ou de voter blanc, et pour ne choisir au final ni l'un ni l'autre, n'a pas été écoutée non plus, et ce qui reste un problème en soi aussi, quoi. Bon, merci beaucoup, merci à tous. On voit que vous êtes tous très engagés dans vos opinions. Et donc nous allons justement rejoindre la 4e partie de notre émission. Donc, c'est-à-dire ce qu'implique l'engagement des jeunes sur la vie personnelle. Donc, nous allons voir ça avec toi, Prune. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? D'accord, je vous propose qu'on regarde d'abord un petit micro-trottoir. Comme tu t'es engagé, qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan personnel ? Plus de responsabilité. Si on chute, on peut voir les erreurs qu'on a fait et tout, et c'est juste bon pour aussi la maturité. C'est aussi bon de s'engager, de voir les erreurs et les bons côtés, enfin tout ça. Ça permet de sortir de son confort et puis d'apprendre plus de choses, de découvrir plusieurs associations et puis de participer à quelque chose d'utile. Je pense que c'est complémentaire et que l'important c'est de créer des expériences et des connaissances, que ça passe par le biais d'études ou par le biais d'expériences, que ce soit de voyage, d'expériences professionnelles hors cadre scolaire ou de manière conventionnelle. Ça permet de faire grandir les personnes et de les faire gagner en expérience, et donc c'est bon, quoi. Et est-ce que tu vois aussi des aspects nocifs au fait de trop s'engager ? Pas du tout. Peut-être après, suivant si on s'engage trop, moi je sais que je m'engage dans énormément de choses, du coup derrière ça a un impact sur le reste de ma vie scolaire et tout. Mais ce qu'il faut savoir doser tout simplement. Normalement pour moi, tant qu'on s'engage et que ça n'a pas de répercussions sur la vie future, je vois pas où est le problème. Oui, je pense, trop s'engager dans plein de choses, beaucoup de choses, au bout d'un moment on fait un trop plein et au final on s'y perd et on fait n'importe quoi. Comme on l'a vu dans le micro-trottoir, s'engager peut être une source d'épanouissement personnel, de confiance en soi. J'ai trouvé pour vous des chiffres qui comparent l'engagement des jeunes entre 1981 et 2008. Donc en 27 ans, beaucoup de choses ont changé. Alors que seuls 34% des 18-29 ans participaient à des manifestations en 1981, en 2008, ils sont presque 50%. Que dire du boom des pétitions ? Plus de 60% des jeunes ont signé une pétition en 2008. Je compte pas vous dire que l'engagement transforme, mais il révèle. Ça permet de développer ou mettre au jour des qualités qu'on a en soi. Mais alors, qu'est-ce qu'apporte l'engagement aux jeunes ? Eh bien, ce qui ressort, c'est qu'on gagne en confiance, en maturité, bref, peut-être qu'on devient adulte un peu plus vite.
C'est aussi s'engager avec les autres, pour les autres. Travailler à plusieurs pour une cause commune, on se sent utile, enfin l'impression d'avoir vraiment la parole et du poids dans les décisions. On découvre aussi la différence dans un cadre un peu plus large que celui d'une salle de classe. Et devinez quoi, c'est très très bon pour l'ouverture d'esprit. Mais ce n'est pas tout, le carnet d'adresses s'allonge et il faut savoir que les recruteurs checkent les noms sur Google, donc ces actions sont souvent valorisées. Et vous, dans le public, est-ce que l'engagement vous a apporté des bonnes choses ? Oui. Oui, personnellement, ça m'a apporté énormément de choses. Donc, premièrement, on a parlé de la confiance en soi. C'est vraiment un pilier de l'engagement, je trouve. Ça apporte vraiment une confiance. On arrive à construire des discours plus cohérents, je trouve. On arrive à... Sauf Juliette. On arrive à, à s'exprimer plus librement sans sentir une espèce de poids derrière nous, le poids du jugement des autres. Donc c'est ce qui me paraît être hyper important. Après, ça n'a pas que des avantages. C'est, comme c'était très bien expliqué, parfois on a tendance à, du coup, parce qu'on ressent beaucoup de satisfaction à s'engager, on va s'engager dans plusieurs trucs. C'est très chronophage, comme on l'a déjà dit. Et parfois, ouais, on se perd un peu parmi tous les trucs qu'on fait. Donc c'est vrai qu'il faut limiter parce que sinon après, on n'est plus efficace, quoi. Mais ça apporte énormément de choses très positives. Et c'est ça qui est vraiment... c'est probablement d'ailleurs pour ça qu'on le fait. Parce que si on n'en retirait rien, on aurait peut-être plus de mal à le faire. On irait peut-être avec un peu moins de joie, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi, Arthur. C'est que déjà, il y a beaucoup de jeunes qui se sont révélés grâce à l'engagement, notamment au niveau du climat. Il y a beaucoup de jeunes qui, quand on faisait des réunions, qui nous disaient merci, ça nous a aidé à nous sortir de cette timidité qu'on avait. Et je pense aussi que ça aide parce qu'on s'intéresse vraiment à quelque chose qu'on aime et qu'on apprécie faire en fin de compte. Et on apprend des autres, on lie des amitiés très fortes et personnellement je trouve qu'il n'y a que du positif dans le sens où on apprend, on peut tomber parfois mais on se relève toujours, donc c'est vraiment bien. Et je pense que aussi ça prouve aussi aux parents qui nous disent qu'on n'est pas assez mature, qu'on peut faire des choses comme tout le monde et comme eux surtout. Et qu'on a tous une pensée, on a tous des convictions et on a tous un objectif et des causes à défendre. Oui, c'est ça en fait, l'engagement ça aide à se rendre compte qu'on peut faire la différence, qu'on peut changer les choses. Et aussi par l'engagement on peut aussi chercher comment faire bouger les choses et même dans notre propre pensée on peut aller plus loin en rencontrant des gens qui vont plus loin dans la réflexion. Je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit. J'aimerais juste rajouter que je trouve que l'engagement, ça permet d'être cohérent avec ses pensées. Parce que souvent, quand on peut avoir des débats en soirée ou quoi que ce soit, et que on a un engagement, au niveau de notre pensée, de nos opinions, souvent on a une personne qui va te dire « mais tu fais quoi pour ça ?» Et du coup, d'être engagé dans une cause, qu'elle soit climatique, etc., ça permet de nous donner du poids en fait à son discours, etc. Et donc déjà, personnellement, ça fait du bien de se dire je suis en accord avec ce que je pense. Ça permet aussi de faire évoluer son opinion en rencontrant de nouvelles personnes, de développer ses compétences, etc. Comme tu disais, être avec des personnes qui vont plus loin dans la réflexion. Et après, comme point négatif, il n'y en a pas vraiment, mais après, c'est vrai que ça peut être vachement chronophage. Et aussi, en tout cas, au niveau de la cause climatique et environnementale, c'est super bien de discuter avec des gens qui ont plus d'infos, etc. Mais ça peut facilement faire déprimer aussi. On a des coups de mou, c'est comme les montagnes russes. On se sent bien, et après, on a une info qui nous envoie au sixième sous-sol, mais on remonte toujours, et ça fait quand même beaucoup de bien. Oui, alors il y a une jeune fille qui voulait parler derrière. Bonjour, moi c'est plus, je trouve aussi que s'engager c'est vachement positif, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, faut pas oublier que c'est vraiment chronophage. Par exemple, moi je suis au lycée Amiral Renard, donc comme on est vraiment excentré de Brest, les manifestations par exemple elles passent pas par le lycée.
Donc il y a moins de personnes qui s'engagent. Et donc par exemple, pour vous donner un exemple, moi j'essaye de monter un club écologie. Du coup on essaye de... Enfin bon, c'est pas vraiment un club, mais bref. Et on essaye de faire des actions, mais en fait c'est très compliqué. Enfin moi je suis seule à essayer de tirer tout ça vers le haut, mais c'est vraiment vraiment compliqué parce que les jeunes en tout cas de mon lycée, ils veulent pas trop se mettre en avant, ils veulent pas que ça prenne sur leur temps, donc c'est fatigant aussi des fois quand même. Enfin je pense que faut quand même avoir une base solide, et c'est pour ça aussi que les institutions elles sont souvent utiles, et que même les adultes c'est vraiment un soutien aussi, parce que sinon ça fait vite déprimer aussi. Est-ce que tu as eu du mal à monter ton club écologie dans ton lycée auprès des adultes du lycée, j'entends? Ah non, pas du tout, au contraire, ils étaient vachement partants. Du coup, on a commencé à faire une réunion, donc on a fait pas mal de communication pour qu'il y ait plein de gens qui viennent. Mais sauf qu'au fur et à mesure qu'on a commencé à concrétiser nos actions, même si c'était assez tard dans l'année, les gens partaient au fur et à mesure et tout. Donc, mais justement, c'est presque là, les adultes, ils étaient vraiment, c'est vraiment une base solide. Tout ce que je propose, ils sont là, mais oui, vas-y, c'est bon. Voilà. D'accord, merci. Je t'en prie, Arthur. C'est vrai que j'ai oublié de mentionner ça, mais oui, je suis d'accord. En fait, je pense que ça nous apprend aussi la résilience. C'est-à-dire comprendre que parfois, il y a des choses sur lesquelles on a envie d'agir, et c'est compliqué. Et donc du coup, voilà, ça nous apprend à aussi comprendre ça, et aussi du coup à continuer malgré ça. Et je trouve que c'est hyper important, et que ça, c'est aussi un des piliers de l'engagement. Surtout de nous apprendre que on peut s'engager pour tout, on ne peut pas toujours tout faire pour tout. Et c'est ça qui est compliqué pour certains aussi à admettre et à intérioriser. Ça m'a mis hyper longtemps. Et c'est aussi extrêmement important, parce que dans la vie en général, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir, la résilience, je pense. Et peut-être aussi, pour ajouter, quand même, moi m'engager, ça m'a aussi appris à aller jusqu'au bout. Mais vraiment, c'est-à-dire peut-être de la détermination quand je commence quelque chose, même si ça marche pas tout de suite. Mais il y a toujours moyen d'arriver à la fin à quelque chose qui... C'est peut-être pas forcément exactement ce qu'on voulait, mais quand même d'y arriver, quoi. Je voulais juste rajouter aussi quelque chose, c'est que, par exemple, pour la cause climatique, on a eu un énorme coup de pouce, je pense, grâce à Greta Thunberg, notamment, qui a fait son discours à la COP24. Et je pense que ça a touché beaucoup de gens qui se sont dit, elle a un Asperger, elle est malade, et elle voit le monde aussi un peu différemment des autres enfants. Donc elle a vraiment cette façon de parler de l'environnement qui, je pense, a touché beaucoup de gens, et qui se sont dit, mais elle a raison, et pourquoi on ne fait pas comme elle? Donc je pense que aussi les coups de pouce, c'est très important avant de s'engager, et que les gens qui s'engagent ont souvent eu des coups de pouce de la part de leur famille, de gens extérieurs, des médias aussi parfois, et je pense que c'est très important aussi pour l'engagement. Oui, donc moi je me suis engagée au départ parce que mes parents l'étaient déjà, donc déjà toute petite, je suivais déjà mes parents dans tout leur engagement. Et quand je suis arrivée sur Brest, parce que ça fait que 5 ans que j'habite ici, je me suis d'abord, pour rencontrer des gens, j'ai fait beaucoup de bénévolat. Et c'est là que je me suis aperçue, parce que maintenant je suis engagée dans le conseil citoyen, mais spécialement pour les jeunes. Parce que je me suis aperçue qu'il y avait des jeunes qui avaient le décrochage scolaire, donc qui se retrouvaient dehors. Après, je me suis aperçue que, comme j'ai entendu là pas mal, vous ne savez pas en fait qu'on vous attend quelque part. Et qu'il y a des gens qui vous attendent plus haut. Par exemple, le sous-préfet, j'ai eu le mois dernier une réunion au niveau de Interquartier, dans le cadre du conseil citoyen. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, et je prendrai contact avec vous après, parce qu'on a besoin de vous. Merci beaucoup. En fait, je pense que la jeunesse est mal informée sur les possibilités de s'engager. C'est dommage que ce ne soit pas un réflexe d'aller voir les mairies dès qu'on a un projet. On sait qu'on peut le faire à des échelles plus petites, comme à l'échelle du lycée, mais oui, on n'est pas assez informé et pas assez invité à s'exprimer. Alors, l'engagement a aussi des retombées plus négatives. Ça peut nous causer du tort. C'est le cas pour Nathalie Loiseau, en tête de liste de la majorité En Marche aux élections européennes.
Étudiante, elle était inscrite sur une liste d'extrême droite. Son passé l'a rattrapée et aujourd'hui il fait polémique. Car oui, il y a des retombées négatives à l'engagement. Le risque peut être, comme Nathalie Loiseau, de faire des erreurs de jeunesse, mais aussi de porter une étiquette avec les idées préconçues qui vont avec. Sommes-nous à même de mesurer les conséquences que l'engagement peut avoir? Comme on l'a vu dans le micro-trottoir, l'engagement c'est aussi voire très chronophage. C'est difficile à concilier avec le quotidien. Mais aujourd'hui, Internet peut vite pousser à ne pas s'engager. On retrouve beaucoup de cas de cyberharcèlement de jeunes engagés. C'est le cas pour le mouvement féministe, dont les activistes sont parfois qualifiés de féminazis, donc un terme extrêmement fort. Mais peut-on s'engager et être en sécurité? La réponse est oui, mais évidemment s'exposer, c'est aussi prendre le risque de confronter des avis divergents. Emma Gonzalez, dont parlait Étienne en début d'émission, déclare « Nous avons reçu des menaces de mort, et personnellement, je suis parano, j'ai vraiment peur que quelqu'un nous lance une bombe par la fenêtre. » Et vous, dans le public, vous en avez déjà fait un petit peu part tout à l'heure, est-ce que vous avez pu constater de mauvais côtés au fait de s'engager? Je t'en prie. Oui, donc moi au collège, j'avais mené une action autour du harcèlement de rue. Et donc tout le monde à peu près au collège savait que j'étais féministe, mais donc du coup tout de suite je suis passée dans la tête de vraiment tout le monde comme la féministe. Et ok, c'est quelque chose que j'assume, mais c'est des fois aussi compliqué à supporter quand les gens le voient d'une manière négative, parce qu'ils commencent direct à critiquer. Bon, après il n'y a pas d'argument derrière et ils généralisent beaucoup souvent, mais ça peut aussi parfois être lourd, ouais. Enfin du coup ouais, surtout pour le féminisme je pense. D'accord. Quand on s'engage, je pense qu'il y a aussi énormément de peur venant des autres autour de nous qui ont un point de vue différent. Et je pense aussi, c'est pas vraiment un point négatif, mais ça peut être négatif à partir du moment où on ne sait pas répondre à cette peur et à ce rejet que les autres ont de ce qu'on pense. Et je pense que c'est super important d'avoir des sujets très concrets et de bien savoir de quoi on parle. Pas s'engager dans une cause en se disant ah ouais, l'environnement c'est pas mal, sans s'être remis en cause avant. Parce que on s'en rend pas compte, mais on pollue tous les jours avec des choses du quotidien, aussi insignifiantes soient-elles. Elles ont un impact écologique énorme. Je vais prendre un exemple vite fait, mais par exemple quand vous allez au fast-food, qui est déjà allé au fast-food, franchement? Tout le monde. Tout le monde. Eh bien, écoutez, quand vous mangez un hamburger, vous jetez à la poubelle 2400 litres d'eau, alors qu'il y a des pénuries d'eau dans des milliers de pays d'Afrique et qu'il y a des gens qui rêveraient d'avoir toute cette eau. Alors, je sais pas, ça me semble un peu bête de se dire on va aller dans une cause environnementale et je vais aller combattre pour le climat, après je vais aller manger au fast-food. Voilà, c'est juste pour ça. Mais tu sembles un peu décrédibiliser le fait d'entrer dans une cause, par exemple l'environnement, en disant oui, l'environnement c'est sympa, mais il faut aussi des gens comme ça qui apprennent au fur et à mesure au contact des autres, des gens qui sont peut-être engagés depuis plus longtemps ou qui se sont davantage renseignés. Il faut aussi accueillir ces gens qui ne savaient pas au début. Oui, je dis pas le contraire, c'est juste que voilà, faut aussi faut peut-être chercher ce dans quoi on va s'engager, enfin le sujet, donc savoir à peu près les bases, et après avec les autres qui ont plus d'expérience, comme on le disait tout à l'heure, apprendre de nouvelles choses, grandir et avoir plus de maturité dans l'avenir aussi. Je t'en prie, Arthur. Ouais, pour moi, le vrai désavantage, le plus gros désavantage que moi je vois à l'engagement, c'est les étiquettes. C'est les étiquettes que les gens vont nous coller parce qu'on est engagé dans une cause. Ça, les gens, ils adorent nous coller des étiquettes, c'est une passion. Donc, si tu es engagé dans la cause féministe, donc du coup, tu vas être féminazi ou alors très très efféminé. Parce que, de toute façon, un mec qui est engagé dans le féminisme, ça n'a aucun sens. Bref, l'énervement.
Et puis après, il va y avoir des gens qui vont te dire que parce que tu es engagé dans la lutte contre les discriminations, contre les LGBTQIA+, je l'ai réussi en une fois, donc du coup forcément tu fais partie de ces gens-là, c'est-à-dire que tu as forcément une sexualité qui n'est pas hétérosexuelle. Ça n'a aucun sens non plus. Enfin voilà, c'est toutes ces étiquettes-là que les gens aiment beaucoup coller parce que tu es engagé dans une cause. Donc c'est pareil, si par exemple tu es végane, tu es forcément extrémiste. Voilà, donc c'est vraiment ça, je pense, je qualifierais ça presque de fléau. Le fléau de l'engagement, c'est les étiquettes que les gens donnent. Ouais, ranger tout dans des petites boîtes, comme dit Apolline. Donc, pour rebondir à ce que disait Arthur, justement, l'engagement, c'est vraiment l'exposition. C'est l'apparition dans un monde où on n'était pas avant, c'est-à-dire le monde des gens engagés, les mondes de gens qui ont une opinion. Et tout de suite, ça signifie le jugement, parce qu'on ne peut pas faire sans. C'est les gens qui vont voir cette opinion et qui vont la comparer à la leur, et qui donc évidemment vont la juger. Et donc c'est vraiment l'apparition dans un monde où en fait on va découvrir des gens qui ont les opinions très divergentes de nous, et ça c'est un point extrêmement positif, l'ouverture d'esprit, la remise en cause et tout ça. Mais on va aussi entrer dans un monde où les gens sont fermés. C'est-à-dire un monde où les gens sont complètement bornés, et qui de toute façon, quels que soient les arguments, quel que soit ce qu'on avance, te répondront non. Te traiteront de féminazie ou tout ça. Et donc c'est une exposition qui peut être extrêmement violente à la fermeture d'esprit et à la haine que peuvent exprimer certaines personnes, ce qui est assez répandu dans la société, très étonnamment, ou en tout cas très visible, notamment sur les réseaux sociaux, et qui personnellement, au début de mon engagement, m'a beaucoup frappé quand par mon engagement, je cherchais des articles, notamment des articles qui contredisaient ma version des choses, sur des sites comme Le Figaro par exemple, et je suis tombé sur des articles qui m'ont réellement choqué, et encore plus les commentaires en dessous qui étaient d'une violence absolue, qui ne m'attaquaient pas personnellement, même si ça aurait été encore plus grave évidemment dans le cas de discrimination, mais qui m'ont choqué sur ma vision du monde, sur une fermeture d'esprit, et donc sur cet engagement qui devient comme un phare, et donc la cible, même si ce n'est pas ton engagement personnel, mais en tout cas cet engagement qui devient la cible des attaques. Alors, presque tout ce que je voulais dire a déjà été dit, mais effectivement, je pense qu'en fait, c'est très facile d'être confronté au jugement, aux étiquettes, au fait qu'on veut nous mettre dans des boîtes, parce qu'on est dans une société où c'est très difficile, notamment pour la cause environnementale, en fait, d'être à 100% cohérent dans nos choix de vie et dans nos opinions. Je veux dire, on peut faire ce qu'on veut, vous pouvez faire le test, il y a des tests pour calculer son empreinte écologique. La société fait que même si tu fais tout bien, tu es vegan, tu fais tout bien, tu tries très bien tes déchets, la société fait que tu vas de toute façon consommer, si tout le monde vivait comme toi, tu vas consommer plus d'une planète et demie. Donc pour la cause environnementale, c'est très difficile d'être cohérent à 100%, et je pense que les gens qui donc ne sont pas d'accord avec toi, que ce soit telle ou telle cause, vont justement essayer de trouver les petites incohérences pour t'attaquer dessus et pour te juger et dire au fond que ta cause et que ton engagement ne servent à rien, ou que tu n'es pas à ta place. Mettons, on parlait tout à l'heure du fait d'être engagé et d'être militant pour LGBTQA+, IA+, LGBT, voilà. Et les gens vont te dire, t'es hétéro, donc t'as pas ta place à faire là. T'es un homme, t'as pas ta place à être dans un mouvement féministe. Tu ne suis pas les conséquences du changement climatique, tu n'as pas ta place. Et c'est tout ce jugement derrière qui peut décourager, je pense, les personnes qui s'engagent, en ayant peut-être l'impression que tout le monde est contre toi, contre ton engagement, et ça peut facilement décourager, je pense. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit, Arthur, concernant les étiquettes. Selon toi, les étiquettes sont davantage collées par les jeunes, les mêmes que nous, la même génération, ou davantage par les adultes? Et ensuite, on conclura, parce que sinon, ça va être impossible à tenir. Du coup, pour faire très rapidement, je pense que c'est collé par absolument tout le monde, parce qu'on vit tout simplement dans une société qui adore ça, jeunes, vieux, dans une tranche d'âge moyenne, tout le monde.
Il n'y a personne qui échappe. Même moi, même nous tous, on colle des étiquettes. Enfin, même moi, c'est très présomptueux de ma part. Mais on colle tous des étiquettes à des gens parce qu'on est créé comme ça et que c'est une sorte de besoin compulsif de coller des étiquettes à des gens parce que ce qu'on connaît pas et ce qu'on comprend pas nous effraie incroyablement. Voilà, donc ça nous rassure de savoir que ça, c'est dans cette boîte-là, c'est bien rangé là, ok, bon ça c'est ça, je sais. Comme ça, on a l'impression d'être plus paré pour ce qu'on a à, entre guillemets, affronter. Il faut essayer de déconstruire cette idée-là petit à petit, c'est pas un truc qui se fait simplement. D'accord, merci. Donc merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Nous arrivons au terme de notre émission. Donc j'aimerais avant tout remercier toute l'équipe technique qui nous a accompagnés tout le long de cette émission. Donc, bien entendu au public, encore une fois, à mon équipe de chroniqueurs, mais aussi aux structures qui nous ont accompagnés et qui nous ont permis de créer cette émission. Donc la mission dynamique éducative de jeunesse de la ville de Brest, la médiathèque François Mitterrand des Capucins, les lycées de l'Iroise, de l'Arteloire et de l'Esven, mais aussi le service internet et expression multimédia de la ville de Brest, l'association TGB et le canal TISEF, ainsi que la chaîne TBO. Merci à tous, au revoir.